Aldous Huxley est peut-être l'un des écrivains les plus prophétiques et les plus troublants du XXe siècle, peut-être de toute l'histoire moderne. Il se range aux côtés de George Orwell par l'étendue, la précision et l'étrangeté de ses évaluations, prédictions et avertissements sur ce qui allait potentiellement advenir du monde occidental moderne. Comment la technologie, le progrès et le pouvoir se heurteraient de plus en plus à la liberté, à la vérité et au sens humain. Son œuvre pose des questions sur ce que signifie être libre, désirer la vérité et le sens, être conséquent et connecté. Et elle nous avertit de la facilité avec laquelle les humains peuvent et vont sacrifier ces choses au nom du confort, du plaisir et de l'ordre, souvent sans même s'en rendre compte. L'auteur et éducateur américain Neil Postman a comparé les craintes de Huxley aux craintes d'Orwell. Orwell craignait ceux qui nous priveraient d'informations. Huxley craignait ceux qui nous en donneraient tellement que nous serions réduits à la passivité et à l'égoïsme. Orwell craignait que la vérité ne nous soit cachée. Huxley craignait que la vérité ne soit noyée dans une mer d'insignifiance. Orwell craignait que nous ne devenions une culture captive. Huxley craignait que nous ne devenions une culture triviale, préoccupée par un équivalent des Phillies, de l'orgie-porgie et du centrifugal Bumble Puppy. En bref, Orwell craignait que ce que nous haïssons ne nous ruine. Huxley craignait que ce que nous aimons ne nous ruine. Huxley est né en 1884 à Godalming, en Angleterre. Enfant, il fut immédiatement exposé à la pensée scientifique de haut niveau, car son grand-père, T.H. Huxley, était un biologiste célèbre qui travailla avec Charles Darwin et inventa le terme agnostique. Cela allait sûrement influencer Aldous, contribuant probablement à son intérêt initial pour la science et à sa perceptivité ultérieure concernant les implications du progrès scientifique, en particulier le chevauchement croissant de la psychologie et de la technologie. À l'adolescence, Huxley voulait initialement devenir médecin. Cependant, après avoir contracté une maladie oculaire, il est devenu pratiquement aveugle pendant environ 3 ans, et ses espoirs de carrière en médecine ont brusquement pris fin. Bien que sûrement dévastateur pour Huxley à l'époque, on ne connaît clairement jamais la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle. Un seul épisode de maladie chez une personne peut changer le monde pour toujours. Au lieu de poursuivre la médecine, Huxley s'inscrirait au Balliol College, Oxford, où il étudierait la littérature anglaise et commencerait à écrire de la poésie et des nouvelles. Après son diplôme, il enseigna le français à l'Eton College. Comme si le destin tentait à nouveau de faire ses preuves, l'un des élèves de Huxley était George Orwell. Après l'enseignement, Huxley passa un court moment dans une usine chimique. Cela eut un impact profond sur lui. Il décrivit plus tard ce qu'il avait vécu comme un univers ordonné, dans un monde d'incohérence, sans plan. L'usine chimique était pour lui une représentation microcosmique de la société qui se formait autour d'elle. Une société de plus en plus déterminée à un ordre parfait et à un avancement technologique au mépris de l'expérience humaine. Une société axée sur la production de masse et le rendement. Une société où les identités humaines commençaient et finissaient avec leur rôle dans le processus de production. Une société dans laquelle les individus étaient de plus en plus produits et gérés de la même manière que les chaînes de montage et les technologies qu'ils utilisaient. L'expérience de Huxley à l'usine, ainsi que ses vues grandissantes sur le monde moderne en général, formerait finalement la base de ce qu'il allait explorer dans son chef-d'œuvre, Le meilleur des mondes. Le roman Le meilleur des mondes fut publié en 1932. À ce moment-là, Huxley avait publié plusieurs autres œuvres littéraires et s'était de plus en plus engagé dans divers cercles intellectuels et artistiques de l'époque. Dans le roman, nous suivons principalement les personnages principaux, Bernard Marx, Lenina Crown, John le Sauvage et Helmholtz Watson, alors qu'ils naviguent dans une future société mondiale dystopique connue sous le nom d'État mondial. En visitant une réserve en dehors de l'État mondial, Bernard et Lenina rencontrent une femme qui avait été laissée lors d'un précédent voyage, nommée Linda, et son fils John, qui est né et a vécu dans la réserve toute sa vie. Bernard ramène Linda et John avec lui à Londres, le cœur de l'État mondial, essentiellement malgré un administrateur de haut rang qui avait abandonné Linda et était, sans le savoir et grossièrement,
le père de John, ainsi que pour améliorer sa propre position sociale et professionnelle et, en fin de compte, acquérir plus de la société. Une fois à Londres, cependant, John va bientôt à l'encontre des efforts de Bernard et son attention se tourne vers la compréhension, puis la critique et la révolte contre l'État mondial. Ces valeurs, qu'il a principalement formées grâce à son exposition à Shakespeare et à ses expériences en dehors de l'État mondial, le poussent à trouver la société entièrement creuse et insipide, au mieux. Cette division entre lui et l'État devient un point de contraste clé utilisé pour présenter les questions philosophiques brillantes et stimulantes posées par le roman. Dans l'État mondial, tout est parfaitement ordonné, structuré, stable et, en surface, très agréable. Tout le monde est heureux. Les citoyens naissent grâce à un processus artificiel dans une écloserie où les embryons sont traités différemment afin de modifier le corps et l'esprit des individus et de prédéterminer leur caste et leur fonction dans la société. Tout le monde est plus ou moins pareil dans sa caste et tout le monde est conditionné pour être content et adapté à sa caste. Les conflits, les dysfonctionnements et l'insatisfaction sont ainsi minimisés. L'homogénéité est privilégiée. Dans la vie quotidienne, les plaisirs et les divertissements abondent. Si quelqu'un n'est pas heureux, on lui rappelle rapidement de prendre la drogue Soma, qui provoque l'euphorie d'agréables hallucinations. Le monde est stable maintenant. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Et si quelque chose devait mal tourner, il y a le Soma, dit le contrôleur mondial, Mustapha Monde, à John. Dans l'État mondial, tout est parfaitement mis en place pour une stabilité continue et un bonheur constant. C'est essentiellement le résultat parfait d'une utopie sociale réussie. Et pourtant, c'est profondément troublant. La liberté, l'identité, la profondeur et l'expression sont fondamentalement perdues, ou plutôt elles ne sont même plus pertinentes ni nécessaires. Les individus n'ont de valeur que dans la mesure où ils peuvent être utiles à la machine sociale. L'amour est superficiel. La monogamie et la famille sont condamnées, obsolètes. Tout le monde appartient à tout le monde, ce que les citoyens répètent dans le cadre de leur conditionnement social. Chacun n'est pas seulement un boulon de la machine sociétale, mais aussi un produit de celle-ci, à utiliser et à consommer. Le bonheur sous forme de plaisir a la priorité sur la profondeur et la complexité. Et ainsi, comme tant d'autres aspects de la vie, l'amour, l'expression et la connexion ne sont plus nécessaires. Pourquoi faire de l'art ? Pourquoi aimer profondément? Pourquoi contempler l'existence? Et pourquoi lutter pour le changement quand il n'y a rien pour quoi lutter? Rien à partager d'unique quand vous et tout le monde êtes enfin heureux. C'est le prix que nous devons payer pour la stabilité. Vous devez choisir entre le bonheur et ce que les gens appelaient autrefois le grand art. Le vrai bonheur a toujours l'air assez sordide en comparaison avec les surcompensations de la misère. Et bien sûr, la stabilité n'est pas aussi spectaculaire que l'instabilité. Et être satisfait n'a pas le glamour d'un bon combat contre le malheur. Aucune des images d'une lutte contre la tentation ou d'un renversement fatal par la passion ou le doute. Le bonheur n'est jamais grandiose, continua Monde à John. Au moment d'écrire Le meilleur des mondes, Huxley n'était pas extraordinairement préoccupé par le déploiement d'une dystopie similaire dans le monde réel de sitôt. En fait, le roman fut initialement écrit en grande partie comme une parodie d'autres romans utopiques populaires de l'époque, que Huxley trouvait abominables. Il écrivit « Ils ont suscité en moi une réaction presque pathologique, dans le sens d'un anti-idéalisme cynique. À tel point qu'avant de terminer, j'avais résolu d'écrire une parodie de cette utopie, des plus optimistes. » Huxley a cependant vu l'importance du sujet et les implications de ce qui était essentiellement à la base de ses idées utopiques. Le genre d'idéalisme qui considérait le progrès technologique et scientifique comme se dirigeant définitivement vers un avenir parfait et éclairé. Il voyait la probabilité que cette attitude de plus en plus populaire et les modes avec lesquels elle était mise en œuvre mènent à une forme de meilleur des mondes si elle n'était pas contrôlée, mais seulement dans un avenir plus lointain. Cependant, plus tard dans sa vie, il a commencé à changer d'avis à ce sujet. Il écrivit « En 1931,
Lorsque le meilleur des mondes était en cours d'écriture, j'étais convaincu qu'il y avait encore beaucoup de temps. La société entièrement organisée, le système de caste scientifique, l'abolition du libre arbitre par un conditionnement méthodique, la servitude rendue acceptable par des doses régulières de bonheur chimiquement induit, les orthodoxies inculquées par des cours nocturnes d'enseignement par le sommeil. Ces choses allaient arriver, bien sûr, mais pas de mon temps, pas même du temps de mes petits-enfants. 27 ans plus tard, je me sens beaucoup moins optimiste que lorsque j'écrivais Le meilleur des mondes. Les prophéties faites en 1931 se réalisent beaucoup plus tôt que je ne l'avais imaginé. Le cauchemar de l'organisation totale est apparu d'un futur sûr et lointain et nous attend maintenant juste au prochain coin de rue. Une partie de ce qui avait inquiété Huxley était l'avancement des connaissances en psychologie au début et au milieu du XXe siècle. En particulier, le travail du psychologue américain B.F. Skinner et sa théorie du conditionnement opérant, ainsi que celui d'Ivan Pavlov et sa théorie du conditionnement classique. Fondamentalement, le conditionnement opérant est une méthode d'apprentissage et de modification des comportements basée sur des récompenses et des punitions. Une partie de ce que le travail de Skinner a notamment démontré est que les renforcements positifs ont tendance à entraîner des changements de comportement plus forts et à plus long terme par rapport aux renforcements négatifs. Cette connaissance, ainsi que le monde technologiquement avancé qui augmentait l'accès politique aux citoyens et les citoyens au plaisir et au divertissement, a fait que Huxley est devenu de plus en plus préoccupé par les types d'armes qui pourraient et seraient utilisées pour contrôler, organiser et ostensiblement séduire les citoyens. Contrairement aux menaces de violence et de force directe, avec les armes de conditionnement et de plaisir, Huxley craignait que les individus ne reconnaissent même pas qu'une arme était pointée sur leur tête. Pire encore, ils en viendraient probablement à l'aimer, à la désirer. Il a dit « Il y aura dans la prochaine génération ou deux une méthode pharmacologique pour faire aimer aux gens leur servitude et produire une dictature sans larmes, pour ainsi dire, produisant de camps de concentration indolores pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront en fait privés de leur liberté, mais qu'ils l'apprécieront plus tôt. » La précision des prédictions de Huxley pour le monde d'aujourd'hui et de demain est sujette à débat et à interprétation. Mais on ne peut nier le fait qu'au moins au XXe siècle, nous retrouvons certaines des craintes, questions et prophéties de Huxley émerger, du moins au sens symbolique. Nous pourrions personnellement retrouver certaines de ces peurs dans nos habitudes, dans nos vies quotidiennes, dans nos rôles sociaux, dans nos désirs, dans nos identités et dans ce dont nous sommes et ne sommes pas conscients. Et dans un sens plus large, nous pouvons observer l'utilisation de plus en plus généralisée et le besoin apparent de diverses drogues et substances enivrantes, qu'elles soient sur ordonnance ou récréatives. Nous pouvons constater qu'avec ce qui est passé des radios aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux smartphones et à ce qui viendra ensuite, l'opportunité d'un simple plaisir et d'une simple évasion n'a fait que devenir de plus en plus disponible et omniprésente. L'information et le divertissement, souvent insensés et obscènes, inondent les rues, détruisant les structures précédemment construites de prétendues vérités. Et... Souhaitez-vous que je finalise la fin de cette phrase ou que je fasse autre chose avec ce texte? L'information et le divertissement, souvent insensés et obscènes, inondent les rues, détruisant les derniers refuges du silence intérieur, anesthésiant l'esprit critique et réduisant la conscience humaine à un flux perpétuel de stimuli sans substance.